Tu sais, la dernière fois que j'étais avec des amis, on a abordé une question hyper pertinente par rapport à notre pays, par rapport au Maroc. Ça a à voir avec le sujet de l'appartenance. Et pour moi, c'est un débat hyper intéressant parce que je pense que c'est un débat qui est très ouvert et qui est très divers parce qu'il y a des gens qui vont te dire, par exemple, qui se considèrent plus comme amazigh, comme peut-être statistiquement la majorité des Marocains. Il y en a, ils vont te dire que moi, je me considère arabe. Il y en a, ils vont se considérer africains. D'autres, par exemple, d'origine juive d'Andalousie, etc., par rapport à certains noms de famille, etc. Et je trouve que c'est un débat hyper intéressant parce qu'il y a de la multiculturalité au Maroc qui vraiment ouvre les esprits. C'est une multiculturalité qui est très très riche. D'ailleurs, j'étais à Tétouan il y a quelques semaines, si tu te rappelles, et donc je suis allé voir ma famille, et c'est de là-bas où je viens. Et à un moment donné, je me suis rendu compte, en fait, je pense jamais au fait que je suis d'ici. Mais attends, mais mon origine, elle est d'ici. Et autour des montagnes, même mon nom de famille, il le dit tout, j'y pense quasiment jamais. Alors, il faut se demander, est-ce que cette appartenance, cette assimilation, il faut vraiment s'y concentrer beaucoup, ou bien est-ce qu'on essaie tout simplement d'avancer, de vivre là où on vit? Mais est-ce que quand tu étais là-bas, par exemple, chez ta famille à Tétouan, comment tu as remarqué que les gens de Tétouan se comportaient avec toi? Ils se comportaient d'une façon très différente de comment on se comporte ici à Rabat. Bien sûr, la langue, Voilà. elle est très différente. Voilà. On a un dialecte qui est un peu, bon, à mon avis, soft. Moi, je parle souvent de Derija comme un slawi un peu, donc il faut essayer de se calmer. Et Il y a des différences d'assimilation, il y a aussi des différences au niveau de la communication, des différences oui. qui s'exercent clairement. Par exemple, et ça pour moi c'est un peu un côté un peu négatif de la chose, parce que qu'il y ait de la diversité, je pense que c'est une très bonne chose. C'est une N'importe excellente quel chose, pays ouais. peut trouver une richesse à cela. Mais Anna, pour moi, lorsque la diversité se fait à un stade où chaque personne se regroupe dans son propre cercle, ça crée des tensions liées. Par exemple, on attaque un exemple. Je suis à Fès, par exemple. Je vais voir de la famille. Je vais chez une grand-mère éloignée, ou enfin une arrière-grand, enfin la tante, une grand-mère, ou quoi que ce soit, quelqu'un de membre de ma famille un peu éloigné. Donc peut-être elle va te dire, est-ce que tu as trouvé une femme, elle m'a dit, est-ce que tu es ouvert à ça, etc. Du coup là, peut-être ok, par exemple. Avec un exemple, tu vas lui dire, oui, je parle à une fille, etc. L'une des principales questions qu'elle va te poser, au lieu de te poser par exemple des questions sur comment elle se comporte avec toi, qui elle est, etc., elle va revenir automatiquement à son origine. تقول لك منين. Tu vois ce que je veux dire? Je vois très bien ce que tu veux dire. Sahraouia, par exemple, je dis n'importe quoi. تقول لك وعلاش مشيتي لتماك الناس ديال تماك هاكي دايرين, ils vont stéréotyper la chose. Donc l'appartenance, elle est bien, mais tant qu'elle n'est pas stéréotypée par rapport aux autres. Tant que tu ne rejettes pas les autres dans ils sont différents de moi et c'est moi qui suis dans le dans le standard. Oui, voilà. En fait, moi, ce que je vois, c'est que dans ce cas, il faut essayer de ne pas coller des étiquettes de, ok, ces gens qui viennent d'ici du sud, on va dire Ils des sont mauvais... comme ça. Et voilà, ils sont comme Voilà. ça. Les gens d'ici, ils sont comme ça. Ouais, je comprends. Il faut Mais- voir un peu plus le caractère. Et ça, c'est le problème principal au niveau marocain. Mais tu sais, par exemple, il y a un autre problème qui peut être abordé, c'est au niveau international. C'est comment le Maroc est perçu à l'international. Bien sûr. Par exemple, lors de la Coupe du Monde 2022, qu'il y a eu à Qatar, bon, le Maroc est allé loin, on est arrivé en demi-finale, etc. Mais par exemple, lorsqu'on a passé les huitièmes et les quarts, il y a eu beaucoup de moments où certains articles de journaux allaient écrire la première équipe africaine à arriver à ce niveau-là. L'équipe africaine. Voilà. D'accord. D'autres journaux, là, d'autres personnes allaient dire la première équipe arabe. Ah. Mais ça, c'est pas que au niveau marocain, même au niveau international. C'est-à-dire les Africains allaient dire la première équipe africaine parce que nous sommes dans le continent africain. Les Arabes, par rapport à notre culture musulmane, allaient dire la première équipe arabe. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que tu retrouvais certains joueurs du Maroc, et j'ai suivi avec pertinence les interviews qu'ils faisaient, Ouais. ils se retrouvaient à devoir contenter les deux camps. Il y a eu par exemple un scandale avec un joueur du Maroc qui s'appelait Bouffel. Lorsqu'il a dit Bina, c'est la victoire arabe, nous sommes fiers d'être arabes, c'est la victoire de tout notre peuple. Il y avait les Africains qui n'ont pas bien pris la chose, etc. Et il a dû s'excuser sur son compte Instagram. Tout le continent doit être fier de nous, etc. Donc, le Maroc, ce n'est pas qu'une assimilation locale au niveau de nous, comment on se considère. Il y a beaucoup aussi l'aspect international qui rentre en compte et l'incertitude quant à est-ce que nous sommes comme ça ou nous sommes comme ça. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Je vois très bien ce que tu veux dire. Est-ce que nous sommes comme ça, bien est-ce que nous sommes comme ça? Mais en fait, on a des deux.
sincèrement, on a les deux. On a l'islam. Les doutes كاينين ولكن les doutes heureusement في المغرب il y a je trouve un très très bon historique du nom de famille. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont un nom de famille, D'accord. ils arrivent très bien à savoir d'où vient leur nom de famille. Par exemple, C'est le cas pour moi. voilà, par exemple, tu as ton nom de famille. Voilà, c'est l'Armiche et c'est d'origine les montagnes entre Tétouan et Tanger. Et ça, tu as l'historique. Tu es en Ouais. courant, c'est le l'arrière-grand-père lié à l'arrière-grand-père. Absolument. C'est la transmission de l'information. Ça, c'est une bonne chose au Maroc. C'est que le nom de famille, tu es certain d'où il vient. Et un avantage aussi qu'il y a, c'est que j'ai déjà fait une recherche sur Wikipédia. Il y a un tracé des noms de famille au Maroc, de l'origine de chaque nom de famille de chaque tribu, parce que ça va jusqu'aux tribus au Maroc, etc. Et l'historique des noms de famille, moi, je le trouve très pertinent. Et le Maroc, ce qui est aussi hyper important, alhamdoulilah, c'est qu'il fait l'effort de s'intégrer aux deux cultures et aux deux origines. Par exemple, le fait que l'on soit inscrit au niveau de l'Union africaine, qu'on les rejoint en 2017, ce genre de choses, et aussi qu'on fasse partie de la Ligue arabe. Donc ça montre que le Maroc est lié à la culture musulmane, à l'influence arabe, au niveau de notre communication, au niveau de peut-être aussi nos façons de nous comporter par rapport à l'islam, etc. Mais aussi aux racines africaines, aux relations africaines, diplomatiques, commerciales, ce genre de choses. Donc l'intérêt, je trouve, que d'être lié à ces deux cultures, c'est justement d'apporter la richesse, on en a parlé au début. Oui, je pense que c'est la décision à prendre. Je ne pense pas qu'il y ait une décision où je dois choisir entre arabe ou bien africaine. Parce que l'Afrique, on est en Afrique. Ça, Arabe, c'est une vérité que tu ne pourras jamais enlever. Et arabe, on a un historique en arabe. On étudie l'arabe à l'école et nous sommes principalement musulmans. Donc, si je pourrais résumer ça un petit peu d'une manière, je pourrais dire que l'ADN n'a pas besoin d'être unique au Maroc. Non, pas forcément. Et d'où la richesse dans la diversification. En parlant de la Coupe du Monde 2030, en ce moment, il y a des décisions qui concernent l'abattage des chiens errants dans les rues. Et le nombre, il est assez choquant, parce que d'ici 2030, on cherche à abattre jusqu'à 3 millions de chiens errants. Waouh. J'ai pas le nombre exact de combien il y a de chiens errants au Maroc. J'imagine très certainement que 3 millions, c'est un nombre extrêmement élevé. Ça me choque un peu, surtout que j'ai un coup de gueule par rapport à ça. Anna, personnellement, quand j'ai lu certains articles concernant l'abattage massif qu'il doit y avoir d'ici 2030, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de journaux qui mentionnaient le fait qu'ils voulaient faire un nettoyage. D'ailleurs, pour rendre les villes plus présentables. C'est Voilà. ça, c'est exactement ça. C'est qu'ils ont dit dans l'expression qui l'article. me choque. C'est-à-dire que à partir du moment où on justifie que les chiens errants sont une menace, que par exemple lorsqu'ils sont en meute très tôt le matin, Oui. qu'il est 5 heures du matin et on sait que chez nous au Maroc il y a énormément de gens qui font pour aller au travail, des gens qui travaillent dans la pêche, des femmes de ménage qui doivent aller dans des ronds-points prendre des taxis, qu'il fait noir et que les chiens sont dangereux en meute. Ils sont dangereux. Et ils sont très certainement en meute parce que j'ai un rond-point près de chez moi, de temps en temps quand je rentre le soir ou quoi, je vois énormément de chiens en meute et je me dis toujours l'idée de si j'étais à pied, ça pourrait être dangereux pour moi. Donc je comprends la dangerosité de la situation. Oui. Après, il y a des termes à utiliser et d'autres qui ne sont pas utilisés, tu vois. Et aussi, je veux bien comprendre le fait que l'être humain, c'est en tant que musulman, on croit c'est le khalifa de Rabbi sur terre et que oui, c'est peut-être nous qui avons les décisions à prendre, mais toute décision doit être réfléchie. Et je ne sais pas, Anaya, s'il n'y a pas aussi d'autres solutions qui peuvent être implémentées. Ça, c'est une excellente question. Il faut savoir quelles sont toutes les options que nous avons, qu'est-ce qu'on peut faire en fait. Moi, déjà, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que comme tu sais, moi, j'ai un chien. J'ai déjà perdu un chien. Le fait d'imaginer de perdre un chien, c'est Donc, c'est tu juste comprends atroce. la douleur. Bien sûr. Bien sûr. Tu comprends à quel point ça peut être une souffrance de prendre l'âme de quelqu'un. Oui, l'âme de quelqu'un. Devoir Oui, tuer. c'est quasiment comme un proche, comme une personne. Tu vois, Donc- c'est pas facile du tout. Mais en même temps, il faut comprendre le problème, où est-ce qu'il est, pourquoi on cherche à faire ça. Et le problème qu'on a, c'est les chiens, ils sont dans les rues, ils n'ont pas trop de nourriture et il y a beaucoup de reproduction. De reproduction. Donc, moins de nourriture pour eux, plus de reproduction. Qu'est-ce qui se passe? Ils deviennent féroces. Moi, je vous rappelle une sauvages. phrase.
Je l'ai noté d'ailleurs. Je vais rappeler une phrase qui pour moi est importante par rapport à ce qui va être fait. Ou là, en tout cas, peut-être, je ne sais pas si la décision elle a été prise, mais par rapport aux rumeurs qu'on entend par rapport à cette tuerie de chiens, à cette boucherie. C'est que la coalition internationale des animaux, elle appelle le Maroc à renoncer à cet abattage. Ils ont utilisé le terme à cette boucherie, qu'ils considèrent grave. Donc, si la coalition internationale appelle à ça, c'est qu'il y a des raisons, c'est que peut-être il y a aussi des solutions qui peuvent être mises en place. Par exemple, les 3 solutions les plus logiques, ce serait quoi ? Ce serait éventuellement l'adoption. L'adoption, la stérilisation. La stérilisation et quelle serait notre La option ? vaccination. La vaccination. Si on parle d'adoption, on parle quand même au Maroc, il faut quand même garder l'aspect que la majorité des gens vivent dans des appartements, que le chien, dans la majorité des cas, n'est pas accepté. Dans la maison, d'ailleurs, pas ici. La majorité des gens qui ont des chiens ont des grandes maisons, des espaces, ont des jardins. Donc, nous n'avons pas la culture, par exemple, la culture espagnole, de vivre avec 2 chiens dans un appartement de 60 mètres carrés. Tu vois. Ouais. Donc, voilà, le fait que l'adoption, moi, me semble compliqué. Surtout qu'on parle de 3 millions de chiens, donc éventuellement 3 millions de foyers. 3 millions de Marocains sur 40 millions vont accueillir des chiens. C'est pas évident du tout. C'est une solution qui, pour moi, sur le long terme, me paraît pas logique. Et la développer, ça va juste coûter cher pour rien. Ça peut aider un peu. Minime. Et même, soyons logiques, est-ce que quelqu'un va vouloir d'un chien de rue ? Si quelqu'un va vouloir adopter un chien, c'est rare. Va aller ce sont dans les cas rares, ce sont les gens voilà. qui aiment, qui ont un amour pour les chiens. Ça me semble très compliqué. La deuxième solution, celle de la vaccination. Celle de la vaccination, il faut aborder la chose sous un angle. Il faut se dire, ok, la vaccination sûrement sera coûteuse. Oui. Elle sera peut-être aussi difficile à mettre en place. Donc, est-ce qu'elle sera rentable pour le Maroc d'ici 2030 ? Rentable. Pour moi, je dirais que non. La solution qui me paraît la plus évidente, c'est la solution de la castration. La castration. Moi aussi, ça a toujours été la castration. Parce que sur le long terme, un chien vit en moyenne 10 ans. Donc, tu stérilises des chiens qui en ce moment, ils ont déjà approximativement 5 ans. Tu les permets de vivre leur vie, mais en même temps, il faut trouver des solutions pour le danger parce que il faut apporter de la sécurité dans l'air. Et comme tu as dit, il y a des gens, ils partent au matin, ils ne sont pas en sécurité. Il faut les protéger, ça d'un côté. Mais d'un autre côté, tu les permets de vivre et ils ne vont pas se reproduire. Oui, ils vont mourir naturellement. Techniquement, on peut dire que tu investis sur le long terme. Exactement, sur le long terme. Tu prépares ton avenir. Exactement. Préparer son avenir, c'est-à-dire viser les 5 prochaines années, diminuer je ne sais pas de combien, mais en tout cas, le fait que tu vas les castrer, ça va faire que beaucoup vont mourir naturellement, donc tu ne vas pas prendre l'âme de ces animaux. Honnêtement, je ne suis pas quelqu'un qui se considère proche des animaux. Tu le sais, je n'ai pas vraiment d'animal. Toi, je sais que tu as ton chien, etc. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est vraiment proche des animaux. Je n'ai pas vraiment une attache avec les animaux. Je n'ai jamais eu ce sentiment de vouloir un chien ou un chat chez moi ou même un perroquet ou quoi que ce soit. Mais il faut être pragmatique. Bien sûr. Et être pragmatique, c'est aussi essayer de trouver des solutions qui paraissent logiques, mais qui permettent de trouver le meilleur compromis sans altérer à l'évolution naturelle des choses. Dans ces 2 dernières semaines, je suis tombé dans une addiction juste extrême par rapport à ces 3 derniers mois. Je suis devenu addict à un type de réel qu'on trouve sur Instagram, que j'ai trouvé personnellement sur Instagram, c'est ce qu'on appelle Second Date Update. C'est un truc, c'est marocain. Non, je pense pas que ce soit marocain. Non, ce n'est pas marocain du tout. Non, ce sont des Américains. C'est une radio qui ont fait un programme qui s'appelle Second Date Update et c'est tout simplement, il y a des gens qui les contactent. C'est une personne qui est sortie en date avec quelqu'un et après un date, qu'il soit bien passé ou pas, la personne ne lui répond plus. Il l'a ghosté complètement et donc elle va contacter la radio, veut dire voici ma situation, est-ce que vous pouvez l'appeler, essayer de savoir qu'est-ce qui se passe. Et au final, nous allons avoir une conversation, moi et cette personne-là. Et moi, je vois la vidéo, je suis complètement hooked, vraiment accroché. Je vois part 1, ok, donc... C'est ce que j'allais te dire. Ils divisent ça en plusieurs parties, justement, Ils pour ont chercher divisé en plusieurs parties. Et donc, je dois partir sur la chaîne. Et pour partir sur la chaîne, tu dois trouver la vidéo nette. C'était un bordel. J'ai procrastiné comme un fou. Ma productivité est descendue. Ma capacité à pousser la gratification au futur, elle a pris un coup. Et donc, c'était un vrai combat.
j'ai réussi à vraiment le diminuer en enlevant Instagram carrément à un moment donné. J'avais remarqué ça. Bon, on est en contact sur d'autres réseaux sociaux, j'ai ton numéro bien sûr, mais j'avais remarqué qu'à un moment donné, tu n'étais plus sur Instagram, oui. Oui. Et tu avais fait ça par rapport justement à ça. Mais Oui. est-ce que tu suivais les vidéos que c'était sur TikTok ou sur Instagram? Non, pour moi, c'était Instagram. Je ne suis pas sur TikTok. Nous avons du contenu sur TikTok, mais Ouais, moi, je ne ouais. suis pas sur TikTok. Ouais, c'est vrai. Moi aussi, TikTok, non, pas trop. J'ai pas. Alhamdoulilah, ma lsqatch fia, wallah. Alhamdulillah, Alhamdoulilah, ma lsqatch fia. baraka alina Instagram et Ouais, ouais, ouais. Facebook. Et du coup, tu voyais ces vidéos et tout. Et comment tu as combattu ça? Tu as complètement enlevé les réseaux. Ça montre que tu es un peu comme moi. Tu es quelqu'un d'extrême. Moi aussi, je suis passé par cette phase. Ah ouais? Récemment, Bon. je pense. Bon. Écoute, on peut quand même dire qu'on est tous tout le temps sur nos téléphones. Oui. Ça, c'est une vérité. On a tous nos C'est téléphones. une grande partie de nos vies, en fait. Même quand on est chez nous, je pense que si on est 4 chez nous, par exemple, 2 parents et 2 enfants, chacun est sur son téléphone la majorité du temps. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir une utilisation la plus optimale de son téléphone. Et contrôler surtout. Minimisant ça de l'utilisation en question. Moi, ce que j'essaye de faire généralement, et mes parents le savent, c'est de ne pas prendre mon téléphone à certains moments. Par exemple, je vais te donner un exemple. Le samedi, je vais jouer au foot avec mes potes. Et après avoir joué au foot avec mes potes, on sort dîner. Je pars du principe que si je vais jouer au foot et je suis avec mes potes pour dîner, très souvent, je ne prends pas mon téléphone. Oui, je l'ai remarqué parce que ça m'arrive de t'appeler samedi à l'après-midi. Ouais. Tu n'es pas joignable. Très souvent, je ne prends pas mon téléphone. Pourquoi? Parce que ça me force à minimiser l'utilisation du téléphone. Et que si j'avais mon téléphone sur moi, à la fin du match, je vais peut-être voir si quelqu'un m'envoie un message. Je vais peut-être voir scroller sur les réseaux. Au resto, la même chose. Je vais chercher à faire quelque chose. Enfin, je vais aller chercher cette dopamine active. Et le but, c'est quand même justement de la contrôler. Et de se forcer à ne pas aller la chercher. Et crois-moi que ça me fait du bien. Parce que ça me force à ne pas prendre mon téléphone pendant 4-5 heures. Ce qui fait que je me sens relâché et je suis plus connecté au monde réel, connecté au fait de parler à mes amis, connecté au fait de retenir ce qu'ils disent. Alors que quand tu as ton téléphone à la main et que tu l'entends à moitié, Tu es ailleurs. tu es complètement ailleurs. Tu es Donc, complètement ailleurs. je me force de faire ça et ça m'aide. Une autre chose qui m'a beaucoup aidé, et ça tu l'as remarqué aussi sur WhatsApp, c'est les notifications. C'est que moi, sur mon téléphone, je n'ai aucune notification. Quand je dis je n'ai aucune notification, c'est que je n'ai aucune notification. C'est que je pars d'un principe simple et j'avais vu Bedros, on parle très souvent de Bedros et j'aime le rappeler. Bedros, il avait dit une fois que ce n'est pas la notification qui vient à moi, enfin plutôt le message qui vient à moi, c'est moi qui vais au message. C'est-à-dire que si Mathialen, je parle à quelqu'un et que j'ai envie de voir si cette personne m'a répondu ou j'ai envie de répondre à son message, c'est moi qui vais sur Instagram et c'est moi qui décide de répondre au message. C'est moi qui décide quand aller voir mes messages, mais quand la notification vient. Et par exemple, je suis dans un deep focus, je travaille sur quelque chose et que je suis concentré sur ce travail et que j'ai la notification qui sonne, c'est pas la peine de faire le mec. On est tous déstabilisés par cette notification. Oui. Ça, c'est humain. Oui. Donc, le fait de ne pas la voir, ça me permet de focus. Mon téléphone ne s'allumera pas dans tous les cas. Il est peut-être là à côté. Je le mets dans un réglage où j'ai, par exemple, un chronomètre de 40 minutes pour faire mon deep focus de 40 minutes et 10 minutes de pause, etc. C'est un système que j'utilise et je sais qu'il ne sonnera pas, donc il ne me dérangera pas. À part pour me dire, vas-y, c'est ton moment de pause, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quelque chose que peut-être je pourrais te conseiller si tu veux te déconnecter de ton téléphone, d'enlever les notifs. Ça déjà, ça va te déconnecter des gens, c'est-à-dire que tu ne seras plus obligé de répondre à n'importe qui à n'importe quel moment. Oui. C'est quand toi, tu as envie d'aller répondre à tes messages que tu vas y accéder. Il y a une astuce que j'ai découvert récemment, que j'ai appliquée, qui est très très effective pour diminuer la tendance à vouloir scroller sur les réseaux, au cas où tu dois avoir ces applications dans tous les cas. Je crois que je sais ce que tu vas dire. C'est le mode noir et blanc. Moi, je te rejoins pas là-dessus. Mode noir et blanc, je ne pense pas que ça va m'aider. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai dit que j'étais quelqu'un d'extrême. Anna, je me connais. Et peut-être que dans certaines conditions, je vais le désactiver. Tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui quand même me permet d'accéder à mon téléphone ne marche pas sur moi. C'est pour ça que j'avais mentionné l'exemple de laisser mon téléphone chez moi lorsque je sors. Moi, je comprends très Tu bien. vois? Sauf que dans mon cas, ça marche. J'ai un mode complètement bien customisé sur mon téléphone, c'est Samsung, qui change plusieurs paramètres dans mon téléphone. Y compris, il me bloque sur plusieurs applications. Je n'ai pas accès. Et en plus, c'est en noir et blanc. Ça, oui. Anna ma'ak fadi. Si Oui. maintenant tu me bloques l'application et que je ne peux pas y accéder pendant 1 heure, ça, je peux faire. Ouais, alors peut-être que tu devrais passer à Samsung. Hein. Non, pas à ce Je déconne. point, ouais. Non, je déconne. Alors, si on revient au sujet de Second Date Update,
l'émission. Oui, je fais de la réflexion là-dessus, mais ça ne m'a apporté aucune valeur. Tu regardes un podcast, par exemple, d'une personne qui te parle d'un sujet avec de la culture, ou bien tu lis un livre, ou bien tu regardes un lecture, ou bien tu regardes Tony Robbins, tu vois, des bonnes vidéos. C'est ce que tu aimes faire d'habitude. Voilà, voilà, ou bien tu apprends quelque chose de nouveau. Ça, c'est utile. It's value. Bien sûr. Ces vidéos-là ne m'ont apporté aucune valeur. C'était juste des visuels d'ailleurs de Subway Surfers ou bien des visuels sympas. Donc ils te mettent l'écran à moitié en dopamine avec quelque chose de satisfaisant et le plus haut de la partie, tu as la vidéo justement en question. I felt so. J'étais... Tu penses pas que c'est fake ce genre de choses? Je pense que c'est fake. Il y a des commentaires qui disent comme quoi c'est fake, c'est staged, des scénarios. C'est pour ça d'ailleurs que c'est excitant. Moi j'en ai, pour finir là-dessus, moi j'en ai une qui monte de temps en temps, mais honnêtement je ne suis pas addict à ce genre de choses. C'est-à-dire que peut-être si c'est dans mon feed, je vais peut-être regarder, mais c'est dès que les BGL pop the balloon. Ouais, je connais bien. C'est quand il y a quelqu'un qui vient et il pop the balloon, tu vois, genre tiens, ils vont mettre des femmes. Il y en avait un sympa que j'ai regardé juste hier. C'est un gars qui est entré et c'était des femmes qui avaient chacun un ballon. Ouais, c'est ça. Une de ces femmes était transsexuelle. Le gars, il est parti, il lui a fait pop the balloon à elle. Ouais, c'est ce côté drôle par exemple que je vais aimer. Et même le fait que tu cherches à savoir ce qui va se passer à la fin. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est un petit peu un coup marketing, un coup de génie que de mettre des parties. Ça t'oblige à mettre des vues la partie 1, mettre des vues la partie 2, mettre des vues la partie 3. Oui. Alors que si c'était une vidéo complète, ça mettrait le même nombre de vues à une seule partie. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, mais en fait, au final, tu te trouves en train de chercher dans la chaîne de la personne et de trouver la vidéo correspondante. Mais tu regardes encore du coup les vidéos là? Tu Non. t'es calmé là-dessus. J'ai enlevé Instagram, mon frère. Ah, jusqu'à maintenant? Ouais, j'ai enlevé t'es sur la bonne route, on va dire. Je suis sur la bonne route, absolument.